une nouvelle robe à la mode. Et je vois qu'il y a un souci vraiment de propreté, un souci de lumière, un souci de gaieté en fait, de travailler dans une ambiance agréable. J'aimerais vraiment que vous applaudissiez les acteurs de ceci. Le professeur Manal l'a dit tout à l'heure, vous savez, quand il y a un véhicule autonome qui pose problème, sur le véhicule avec conducteur, on passe le temps de parler de ces véhicules autonomes qui aura fait de problème. Ou ces avions, j'ai tendance à dire, qui arrivent à l'heure, 95% voire plus, on passe le temps à parler de ces 5% qui arrivent en retard. Et bien souvent, on ne fait pas attention à ces détails. On arrive dans une salle qui est très entretenue, qui est très bien entretenue, qui nous accueille, je crois qu'on a une centaine, dans des conditions excellentes, vraiment. Ayons l'habitude d'inverser notre rationnel, de parler de ce qui est bon, de ce qui est beau, de voir là où les gens entreprennent. Et en fait, c'est comme ça que nous allons nous entretenir pour nous donner de l'élan à aller vers l'excellence, ce qui est bon, ce qui est beau, au lieu de passer notre temps au négatif, positivement. Voilà. Monsieur le recteur, je voulais en fait vous remercier et vous féliciter pour ça. C'est des petits détails, mais c'est ces petits détails qui font la vie et qui nous façonnent au quotidien. Et dans beaucoup de choses que nous faisons, c'est souvent, comme on dit, le diable sait où est les grandes choses, le diable est dans le détail, parce qu'il sait que le bonheur est également là. Et donc, on y fait souvent allusion pour que ça puisse nous encourager de continuer. Merci de nous accueillir aujourd'hui et je sais que vous allez encore l'applaudir. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller, on est ravi que vous soyez là. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire conseiller à la présidence? Comment il faut faire? Sur le plan protocolaire, je dis quoi? Conseiller du conseiller, conseiller à la présidence. On est ravi que vous soyez là. Professeur, chers collègues, doctorants, il y a des chercheurs dans la salle, des étudiants. C'est la première fois, en fait, depuis que on a transmis le flambeau à l'université de Kinshasa, que j'interviens à nouveau à l'université ONUPG, que je considère comme université sœur de l'UNIKID. Alors permettez-moi pour la première fois de remercier. Il y a plein de gens qui ont travaillé avec moi dans mon équipe et qui le feront dans l'avenir, Dieu le sait. Et c'est vraiment pour moi une occasion de les remercier en public. Certains sont ici, notamment le professeur Michel Issa. Vous avez le professeur Kambale qui est ici. Il y a le commandant Marcel qui est là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Le professeur Moussaou, c'est toujours un héros dans l'ombre, ils sont là. Vraiment, à travers eux, j'aimerais... Nadia est là. Hein, il est sorti KMB. Voilà. C'est plein de gens. C'est une équipe qui travaille pour essayer d'avancer, même de 1 mm, mais avancer. Vous savez que celui qui n'avance pas, il recule, comme disait quelqu'un que je ne cite pas. Merci d'applaudir ces héros, ces gens qui font que... Mettez-vous debout, Michel, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Voilà. Bonsoir, Moussao, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Je sais que j'ai clignoté quelques secondes de ma présentation, mais comme l'ingénieur Son dit tout à l'heure, professeur Malala, ont quasiment répondu aux questions. Vous allez voir qu'ils ont évoqué la plupart des choses que je voulais évoquer avec vous. C'est parfait. Ce qui est important, c'est en partant d'ici, nous avons entendu plusieurs fois intelligence artificielle. Intelligence artificielle, la répétition est la mère des sciences. En sortant d'ici, que ce soit quelque chose que nous ayons intégré dans nos cerveaux, dans notre système neuronal, et qu'après, nous pourrons intégrer beaucoup d'éléments pour le faire avancer. Lorsque j'ai reçu l'invitation, merci de l'invitation en tout cas, voilà le titre qu'on m'a donné, qu'on m'a confié à traiter. Recherche scientifique, virgule, il y a une virgule qu'on ne voit pas, intelligence artificielle et mécanisme de vérification du vrai et du faux. Bon, ce malade-là, il est revenu très fréquemment. Mais quand j'ai reçu l'invitation, il y a eu des images qui sont passées dans ma tête, tout de suite. Et je me suis dit, je vais leur donner ces images. Certains, je les ai chez moi. Je vous jure que ces panneaux que vous voyez là, c'est le carton Via Voice. Je l'ai encore chez moi. Donc, si Michel Biss en a besoin, je vous donnerai le carton. Ça, c'est le carton d'une intelligence artificielle qui commençait à l'époque, c'est la dictée vocale. Vous
Vous avez cité IBM, qui était en fait à la tête, je pense que il n'y a pas de lumière, j'ai le problème des piles, je crois, 1000 excuses, donc IBM, firme américaine qui travaillait sur la reconnaissance vocale, mais mode intelligence artificielle. Donc il ne s'agissait pas d'enregistrer et puis ça. Non, on lui confiait les bases et il s'améliorait lui-même au fil du temps. J'avais ouvert, je travaillais dans l'hôpital public en France et en 2001, j'avais décidé d'ouvrir un cabinet privé, en libéral donc. Et je m'étais promis qu'en libéral, mon cabinet ne sera que informatisé. Je ne voulais pas du papier, je ne voulais rien. Et le 6 janvier 2001, c'est-à-dire 2 ans après Matrix, Keanu Reeves nous a fait rêver à l'époque, 2 ans après, donc je m'étais installé cette date-là, et j'avais installé ce logiciel. J'avais une secrétaire qui travaille avec moi à l'hôpital public depuis une quinzaine d'années, qui n'a pas fait beaucoup de grandes études, mais qui fait sténo, qui fait tout, qui a appris sur le tas. J'ai eu quelques problèmes pour le convaincre de mettre la dictée vocale, tellement elle était rapide qu'elle avait l'habitude. J'avais juste à lui dire Daniel, il s'appelle Daniel, toujours en vie, Daniel Chiton. Est-ce que le dossier de M. Attel, ça me dit quelque chose? Je pouvais revenir 10 minutes après, j'avais tout le dossier. Elle n'a pas fait d'études médicales, elle s'est arrêtée au niveau brevet chez nous. Mais elle avait appris sur le champ. C'est un véritable ordinateur. Mais au bout d'une semaine, elle a été convaincue. Parce que quand j'ai eu ce logiciel, j'ai eu 10 minutes à lire un texte. 10 minutes. Et c'est parti. Je pouvais recevoir des gens, je peux recevoir des gens, causer avec des gens. Mais quand je m'adresse à l'ordinateur, vous voyez, ça écrit sur mon écran. Et comme j'étais connecté avec ma secrétaire, elle avait le texte en temps réel. En temps réel. Ça date de 2001. Et il te conseillait à l'époque, une fois par semaine, de corriger quelques courriers, parce que quand vous dites mutation ou mutation, vous voyez, donc il va s'habituer aussi à votre intonation. En fait, il s'entraîne. Mais au bout d'un mois, j'avais des courriers types de tel problème. Si vous êtes, je dise, monsieur tel âge, a une bronchite aiguë, faites-moi le courrier. J'avais le courrier qui était rédigé en quelques minutes, et j'avais juste parfois lui dire non, modifier le résultat de laboratoire, c'est un expert laboratoire ici, j'ai dédicté ce que j'avais, ou alors c'était scanné, il est intégré dans le courrier. Quand vous y êtes dedans, vous ne ferez jamais marche arrière. Parce que souvent, le problème, c'est le premier pas. Mais une fois que vous êtes dedans, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on a fonctionné avant sans ces types de fonctionnement? Donc, vous avez l'automatisation qui est à la base, qui est quand même au départ, mais après, vous donnez une capacité à la machine de réfléchir, de faire des combinaisons. En fait, finalement, il réfléchit, ça c'est pour une personne. Imaginez que nous soyons 3 au cabinet, ou 5. La machine intègre une notion pour 5 personnes. Il fait une somme d'intelligence. C'est une somme d'intelligence humaine. Ce qui fait que l'intelligence artificielle, à un moment, ça nous donne l'impression que ça nous dépasse. Parce qu'il fait des synthèses. Le deuxième exemple, c'est celui-là. Je l'ai pris, je n'ai pas mis la référence, 1000 excuses, mais vous allez sur Internet, Zion, parce que mon fils a l'habitude d'utiliser ça beaucoup. Vous allez vous cliquer. Vous allez voir, il y a une démonstration de 2-3 minutes. J'avais dit 15 minutes, je n'aurai pas le temps, mais qui peut s'installer dans toutes les administrations aujourd'hui. Allô, il va vous dire, vous êtes au secrétaire général de la recherche de l'Université de Kinshasa, que voulez-vous? À qui voulez-vous parler? Vous donnez le nom. Il peut vous dire que la personne est là, ce jour-là ou pas, elle reviendra à telle heure. Mais est-ce que vous pouvez laisser votre message? Vous dialoguez. Voilà. C'est forcément des questions que vous n'avez pas prévues, mais l'intelligence artificielle est là et vous oriente. Au départ de ça, il y a une grande quantité de données qu'elle a pu intégrer pour arriver à cette synthèse. À l'université de Kinshasa, vous savez que nous avons des mémoires régulièrement. Vous savez qu'il y a un de nos collègues en Polytechnique qui nous a présenté il y a quelques mois son travail de mémoire, qui travaillait sur un robot qui a donc la commande cérébrale. Lorsque nous sommes allés là-bas, j'y suis allé, ils vous mettent une petite casquette avec des contacts avec le cerveau, hein, et vous avez le temps juste d'apprendre le robot en 8-10 minutes. 8-10 minutes. Et après cela, vous commandez le robot. Le robot, c'est une petite voiture comme le voiturette de nos enfants, mais vous ne dites rien. Vous le commandez par la pensée cérébrale.
8 minutes. Et on a fait des tests, c'est impressionnant. Et donc, lui, il a le papier, il peut noter, hein, il veut qu'il aille à droite, il ne dit pas. Mais le fait de penser que le robot doit aller à droite, on voit le robot virer à droite. Il faut qu'il recule, il recule. Donc, lorsque vous serrez à l'étape, il faut m'emmener un verre d'eau. Imaginez quelqu'un qui est paralysé, qui est malade, seul chez lui. Il peut se faire aider par un robot comme cela. Il va avoir des atouts d'application humaine. En fait, il faut aller au-delà de l'application. Qu'est-ce qu'il apporte à la vie commune? Ça, ces robots existent. À la faculté polytechnique chez nous, c'est un mémoire de fin d'études. Et on l'avait présenté lorsque il y avait l'équipe d'Accueil Leuven et Louvain-la-Neuve, avec une démonstration qui avait été gênée parce qu'il y avait un problème de pile. Vous voyez, pile. Là, quelques exemples ont été donnés en médecine. Alors, j'avais limité la présentation parce que j'avais présenté, je crois, il y a 6 mois, une conférence sur l'intelligence artificielle en médecine, justement. Malheureusement, je n'ai pas amené la communication. Je savais qu'Alphonse Nzovo allait le faire. Donc, voilà. Mais j'avais pris cet exemple. Vous voyez, à gauche, c'est un côlon, le gros intestin, que nous avons tous. Et à partir, en gros, des 40 ans, nous avons tous un risque de faire une petite boule, comme un téton de sein dans les intestins. On appelle ça polype. Et lorsqu'il y a ce polype, qu'on voit peut-être difficilement, mais qui est ici, là, lorsque ce polype est là, il a une capacité en 5 à 7 ans de se développer, de devenir un cancer. Ce qui fait que les grandes études ont montré à l'époque, à partir de 45-50 ans en Europe, 40-45 ans, ici, donc regardez-vous dans la salle, si vous faites partie du groupe, il est conseillé de faire un examen du côlon qu'on appelle coloscopie. Cet examen, son but, c'est de détecter s'il y a des petits polypes, comme j'en ai fait ce matin à 5 h du matin, mais c'est mes heures d'habitude de travail au bloc opératoire, et vous avez des polypes, et quand il y a des polypes, vous les enlevez. On les enlève très facilement. Donc lorsqu'on enlève ça, on met la personne à l'abri d'un cancer du côlon. Donc vous avez à gauche l'image du petit polype, là au milieu on l'a grossi, c'est une image virtuelle, et si on n'enlève pas à droite, vous avez l'extension de ce polype qui devient un cancer et qui peut coûter la vie de quelqu'un. Cette image, j'aurais pu vous mettre la vraie image d'hier, où j'ai vu un jeune de chez nous, 49 ans, 5 enfants, sa femme atteint un bébé, 7 mois, et je lui ai découvert un gros cancer qui dépasse même la taille des celui-ci, ici à Kinshasa. Vous comprenez donc l'intérêt de détecter ces polypes. Il se trouve que lorsqu'on fait des explorations, il y a un taux de raté de 10 à 15% de polypes. C'est-à-dire on peut avoir fait une coloscopie, imaginez si le côlon n'est pas propre, il y a des matières, ça peut cacher un polype, c'est minuscule, hein? 1 cm c'est très gros. Donc ça peut faire 4-5 mm. Donc dans les conditions de préparation, tout, on peut aller à côté. 10 à 15% de faux négatifs, c'est beaucoup en matière de santé. Et donc, c'est développer, l'intelligence artificielle est venue s'associer à nous, ce qui fait qu'on peut faire des examens avec des appareils qui ont une capacité d'intelligence artificielle de détecter au-delà de la capacité humaine des polypes. Donc ça fait qu'une zone où vous passez, parce que vous voyez bien qu'il y a des circonvolutions, ce qu'on appelle des ostrations, donc il y a des creux, hein, donc on peut avoir des choses qui se cachent, mais combinées à ces appareils, ben à la fin il vous dit, quand vous passez dans la zone, même sans avoir vu, sur l'écran vous avez un signal, une alarme, et qui vous précise à quel endroit il y a les polypes, vous cherchez, vous les trouvez. Donc il vient maximiser la capacité humaine à la détection de ce polype et donc la prévention de ce que vous avez compris comme complications. Lorsque j'ai reçu donc le titre, j'ai dit, bon, recherche scientifique, virgule, intelligence artificielle et mécanisme de vérification du vrai, du faux. Je me suis dit que probablement qu'il fallait qu'on parle de l'intelligence artificielle, non pas la recherche dans ce domaine, mais intelligence artificielle au service de la recherche scientifique. Je vois Michel Bissa acquiescer, j'avais peur d'être à côté du sujet, donc je suis soulagé. Et donc je me suis dit, mais la recherche scientifique, l'intelligence artificielle a des applications dans toutes les étapes, on va le voir. Dans la conception de la politique de la recherche, qu'est-ce qu'on fait exactement? On verra tout à l'heure qu'on avait fixé des axes pour définir notre politique de la recherche, et ces axes, qui ont inclus 70 axes à l'université,
toutes les étapes, au fait, comment rédiger un projet de travail, un projet de recherche, les étapes qu'on respecte, quels sont les moyens qu'on met dedans, comment faire la rédaction, comment récolter les données avant donc les résultats, comment configurer les résultats, comment faire la rédaction, comment les vulgariser, vos recherches, comment est-ce que ça peut aller en interface avec les gens qui sont concernés, les entreprises, les bailleurs de fonds, les institutions, et comment il y a plein de questions. Vous voyez, là-dedans, on va y revenir. L'organisation, la recherche. Comment on organise cela? Dans une institution, il y a probablement des éléments, des critères qu'on va mettre en place pour les vulgariser. L'intelligence artificielle est la base et va permettre de faire évoluer les choses avec sa réflexion artificielle, mais qui part de la réflexion humaine. Voilà. Moyens à disposition à créer, ou alors à créer. J'entends souvent la recherche, oui, mais on n'a pas d'argent et tout ça. Beaucoup d'entre vous savent ce que j'en pense. Ouais, nous sommes capables de nous réunir aujourd'hui. Il y a plein de profs. J'ai vu, elle est où Gisèle? Elle est là? T'es partie? Elle est là, Gisèle. Je voulais vérifier que tu étais bien là. Voilà. Tu vois, il est là. Toutes ces têtes, ces intelligences qui sont là, il y a plein de profs. On a forcément des éléments qui sont peut-être différents au départ. Mais la différence est une richesse. J'ai le sentiment que l'intelligence artificielle, justement, s'appuie sur nos différences. Mais il est fait de façon additive. Il rajoute, il complète nos différences, mais de façon complémentaire, si j'ose dire. Donc, il pousse l'intelligence. Cette intelligence artificielle, on ne peut plus tourner le dos. Dire qu'on n'a pas de moyens est souvent faux. On a peut-être des moyens limités dans un premier temps, mais on peut commencer avec ces moyens et rapidement on peut créer d'autres moyens. Vous savez que la recherche a été le sujet phare aux États généraux. J'ai fait plus de 2021. On a fait des constats, des discussions, partie de la base du pays jusqu'au sommet. 500 chercheurs, mais vous aurez toujours les 501e qui ne sera pas d'accord. Hein. Mais bon, il y avait 500 qui ont trouvé des 329 résolutions. Et dans ces résolutions, il y avait la recherche en poids lourd. Et on avait tous constaté que cette recherche qui devait rester précédente dans tout ce que nous faisons, dans tout, mais dans tout, était simplement oubliée, presque oubliée dans notre pays. Nous avons un ministère de la recherche scientifique et l'innovation technologique. Je peux vous assurer, pour avoir discuté avec lui et échangé avec lui la semaine dernière, il a fait le même constat. J'ai entendu avec plaisir le conseiller parler de ce symposium sur l'intelligence artificielle qui viendra. Et c'est heureux d'entendre ça. J'espère que les universités, c'est-à-dire les intelligences humaines, seront associées à ce type d'activité pour que cette intelligence artificielle soit boostée. Voilà, mais c'était vraiment une excellente nouvelle. Préséance et exigence de la recherche, pas de mieux que de travailler en réseau. Alors, ce secrétariat avait été proposé, secrétariat général à la recherche, dans différents comités de gestion. Et donc, il y a eu plein de réunions à l'université de Kinshasa. On a dégagé 70 axes, je ne vais pas vous les reprendre, mais tous ces éléments qui font qu'on fait de la recherche, quel est votre sujet, comment vous avez articulé, comment est-ce qu'on peut faire écrire le projet, il faut déjà l'avoir en tête, comment est-ce que vous fonctionnez dans un laboratoire, un atelier, quelles sont les étapes, tous ces éléments, comment fonctionnent les bibliothèques, comment on va chercher l'information, comment est-ce qu'on contrôle la véracité, le sérieux d'un sujet, d'un article, le contrôle anti-plagiat, l'éthique, comment est-ce qu'on respecte les valeurs, les principes, qu'on respecte les valeurs et qu'on combat les anti-valeurs. Il y a toute une liste de 70 qui ont été émises. Mais quand on les émet, ces 70 axes, ils sont individuels. On peut les rentrer dans un logiciel, on reste encore un peu statique. À un moment, l'université doit réfléchir à comment booster les uns par rapport aux autres. Il faut donc qu'ils pensent à un fonctionnement type intelligence artificielle. Lorsqu'on a introduit toutes ces données, comment ça peut faire que finalement que nous puissions dégager des axes nouveaux que nous n'avions peut-être pas prévus au départ. Nous pouvons les faire chez nous, comme les 70 axes que nous avons sélectionnés chez nous. Nous n'avons pas besoin de conseils qui viennent de loin. Et donc, parler de la politique de la recherche et intelligence artificielle, il fallait élaborer des éléments, mais le faire dans l'enthousiasme. Vous verrez, donc il y a eu des conférences, des ateliers, des symposiums. Il faut une mise en place, mais qui est compliquée et fastidieuse. Une mise en place fastidieuse, il fallait réunir des gens, certains même réticents au départ,
mais à un moment sont quand même convaincus qu'il vaut mieux concevoir pour travailler, et beaucoup d'intelligence humaine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si possible, après, une fois que vous avez fait la synthèse, le traduire en intelligence artificielle. Et pour cela, j'imagine qu'il faut des machines, il faut automatiser. J'imagine par exemple les conférences qui sont faites depuis ce matin, tous ceux qui ont parlé, imaginons que ça passe par la machine, tout est enregistré. À la fin de notre journée, tout ça est passé à la moulinette, comme je dis. Il y a une synthèse qui peut être faite avec l'intelligence artificielle. Quelle est la synthèse de cette journée? Quelles sont les résolutions que nous avons eues? Ça existe, ces machines. On nous sort les résolutions en sachant qui a participé à ce travail. À Lubumbashi, notre synthèse, Michel Bissa, on l'a fait nuitamment, on a corrigé le bouquin la nuit, mais peut-être que nous aurions eu un peu de support d'intelligence artificielle, nous nous serions plus concentrés sur d'autres éléments parce que la machine artificielle allait nous le donner. On a travaillé toute la nuit et vous avez eu notre synthèse pour l'allocution du ministre. Et pour cela, voilà, avec enthousiasme, les gens se réunissent, les intelligences humaines se réunissent, discutent. Vous avez des pionniers. Vous voyez bien la photo de Michel Bissa à gauche là? Est-ce que vous le voyez? Et là, Michel Bissa qui s'adresse à la salle. Je crois que là c'est le recteur qui est à côté. J'aurais pu vous montrer plusieurs images. Ce que je veux dire, c'est comme l'intelligence artificielle. L'intelligence humaine aussi a je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais il faut des piliers, des bases, des gens qui sont là pour planter les éléments, les paramètres que nous allons utiliser après pour faire la synthèse. Et regardez ça. Regardez cette photo que je montre de plus en plus. Je m'excuse si Nadia est là. Hein. Cette photo, je la montre de plus en plus à différentes conférences que je suis amené à présenter, y compris en Europe. Regardez ces trois dames qui sont au premier plan. Personne ne va me dire qu'ils sont dépressives. Ils ne sont pas du tout malheureuses. Ils communiquent un sourire d'optimisme. Et ils sont dans une salle où des gens sont concentrés. Et ça réunit cette image des gens qui viennent des facultés différentes. Vous avez les sciences à gauche, au milieu c'est les sciences politiques, hein, et les sciences juridiques à droite. Et j'aurais pu rajouter médecine, psychologie et tout ça. Ça permet la science de travailler ensemble. Et cette interconnexion que nous avons là nous oblige d'avoir des bases communes. Quoi de mieux que l'intelligence artificielle, parfois pour nous aider à nous mettre d'accord. Et donc, l'intelligence artificielle est, je prends l'aspect apport, support, presque à toutes les étapes de la recherche. J'avais cité ces étapes-là, vous les voyez. Élaboration de projet, étape de réalisation, les résultats de recherche. J'ai cité la France parce qu'ils ont développé une application d'intelligence de recherche maintenant qui mouline, qui étudie, qui analyse les résultats de recherche et en amenant une optimisation. Lorsque vous avez trouvé vos résultats, comme ce professeur Malala qui l'a dit tout à l'heure, vous passez, vous allez à l'étape d'intelligence artificielle, partant de vos données, qui va vous faire ce qu'on appelle une étude comparative. Bon, on a parlé des généralités tout à l'heure, mais vu la littérature, ça va de soi en donnant des critères clairs et simples, il vous amène des réponses précises. Et là où on dit toujours que l'humain doit rester au-dessus, c'est à vous de lire ces articles, ces travaux. Et j'aime bien, puisqu'elle en a parlé tout à l'heure, ne croyez pas, vous allez obtenir votre thèse, votre mémoire en commandant sur voilà, GPT, hein, voilà, que j'aurai mon mémoire en 30 secondes ou en 6 heures. Non, nous avons des moyens qui existent parce que l'objectif ici, c'est de travailler votre intelligence. Et on a dit que l'intelligence humaine, pour l'instant, reste encore au-dessus. Mais peut-être que nous ne l'utilisons pas jusqu'au bout. Mais c'est bien quand il y a la concurrence. Comme l'intelligence artificielle nous poursuit derrière, peut-être que ça va nous obliger de courir plus vite et pour faire compétition à l'intelligence artificielle. Donc, résultat de recherche, la vulgarisation. Imaginez le résultat d'un mémoire, d'une thèse qu'on va mettre sur une plateforme que l'UNIKIN ou l'UPJ aurait mis en place. Cette plateforme qui met en contact les scientifiques, les chercheurs, mais de l'autre côté, il va de façon intelligente sélectionner qui peuvent être bénéficiaires de ce travail, qui peuvent être intéressés dans la vulgarisation, dans le développement de cette application, des entreprises, d'autres universités au monde, les bailleurs de fonds ou les donateurs, ça va être automatique. Les résultats sont là.
eux de l'autre côté vont voir quels aspects ils peuvent développer tout de suite. Et vous de votre côté, vous verrez des potentiels collaborateurs par rapport à vos résultats. On parlera encore moins des problèmes d'argent pour financer la recherche. Mais il faut qu'on mette en place des types de plateformes comme cette intelligence artificielle chez nous, avec nos moyens, et je rêve qu'on puisse arriver à ce genre d'application. La valorisation, ça s'applique à tous les niveaux. Donc, c'est incontournable, j'espère que vous l'avez compris, mais pour une recherche de qualité. Parce que quand on dit qualité, ça veut dire qu'on se met d'accord sur un certain type de fonctionnement. C'est important sur le plan institutionnel, l'enseignement supérieur universitaire, les entreprises, mais également au niveau individuel, les chercheurs, les laboratoires, les centres de recherche, qu'on sache de quoi nous parlons et comment nous voulons fonctionner. La récolte de données, on en a parlé tout à l'heure, je passe, vous avez besoin de données, ça quoi des plus simples d'aller dedans. Recherche, mais j'ai mis en bouche l'orientation automatisée. Parce que la recherche, c'est ce que nous faisions d'habitude, nous tapons deux mots, voilà, insuffisance cardiaque en médecine, il vous sort tout ce qui est insuffisance cardiaque. Mais si vous lui demandez maintenant, prise en charge de l'insuffisance cardiaque dans un pays chaud, à potentiel ou à pouvoir d'achat limité, vous voyez, vous combinez beaucoup de choses. Et en peu de temps, il va vous orienter vers les articles qui collent vraiment à votre travail. Voilà. À l'époque, vous avez Internet, mais nous, à notre époque, 80, je ne sais plus trop, 82, 83, j'étais responsable de la bibliothèque de la faculté de médecine. Arraché de la main de Mouyembe, c'était notre doyen déjà à l'époque. La clé, nous voulions voir la clé pour ouvrir la bibliothèque de 8h à 18h, parce qu'à l'époque c'était 10h, 12h, 14h, 16h. Et quand on a eu ça, on l'a ouvert 24h sur 24. À l'époque, quand nous avions besoin d'un article, je pense qu'il est sympa, il fallait prendre la référence, le commander, France, Belgique. Hein? On n'avait pas de Skype, tout ça. Hein? Non, non. Vous attendiez 3 semaines pour avoir l'article, quand vous avez une chance. Quand vous receviez l'article que vous l'avez lu, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'autres références qui sont dans l'article que vous l'avez lu. Et vous recommencez la manœuvre. On était à la bibliothèque, il y avait des bouquins. Et donc, l'évolution qu'on a actuellement sur le plan Internet et sur le plan d'intelligence au niveau des machines, vous voyez, ça nous permet finalement d'améliorer notre quotidien. J'ai le sentiment que ça booste l'humain pour pouvoir aller s'épuiser lui-même le plus loin possible. Ça ne peut être que pour le bonheur de l'humanité. Je ne vois pas trop que ça peut être d'autre. Évidemment, quand il y a quelque chose, il y a toujours son pendant. Lorsqu'on met en place des cartes pour rentrer d'argent, à Silicon Valley, vous avez la colline, en face, il y a des entreprises pour vérifier, pour voir comment est-ce qu'on peut tricher, on peut détruire ces cartes d'utilisation. Chaque fois qu'il y a des applications, il faut savoir que ces entreprises ont un devoir social et moral de savoir comment est-ce qu'on peut contrôler derrière. Hein? Il avait évoqué Elon Musk tout à l'heure, qui avait peur de tout ce que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui. Mais je crois que c'est notre ingénieur a dit, pendant ce temps-là, on n'a pas fermé nos formulaires, nos logiciels. Voilà, orientation, pas que la recherche, mais l'orientation automatisée. Alors ça peut concerner les publications, articles, ouvrages, les conférences, tout ce que vous voulez. Parfois donc, en tenant compte de l'actualité, de l'urgence, du contexte. La guerre à l'Est. Je veux faire un travail, la guerre, l'invasion russe en Ukraine. Mais pour ajouter 2-3 éléments, pénurie de maïs dans notre pays, par exemple, ou de céréales. Il va faire une espèce de combinaison, mais qui tienne compte de tout ce qui a été fourni sur ces bases de données. Il va faire ce que nous aurons du mal à faire en peu de temps. Voilà. Donc il combine ces neurones pour aller chercher l'information. La critique automatisée donc des travaux par ses pairs, lorsque vous avez écrit, vous mettez sur la plateforme, et vous avez les commentaires qui viendront des 4 coins du monde. Ça vient bonifier votre travail, mais il faut d'abord qu'il y ait une base. Et si vous avez fait votre travail en demandant à Gortana ou à Saïdan, je ne sais pas qui, c'est lui qui va recevoir sa loi, il saura. Parce que nous avons des outils, et de toute façon, il a démontré tout à l'heure avec nos téléphones, on sait que nous sommes ici maintenant. Lorsque vous enverrez ça sur la plateforme, il y a des indicateurs qui montrent automatiquement que c'était une copie ou quelque chose que vous avez triché quelque part. Respect des moralités et l'éthique, ça va de soi. La politique anti-plagiat, vous avez compris comment l'intelligence artificielle
faciliterait cette politique de contrôle pour que la propriété intellectuelle que vous dites qui est vôtre soit réellement la vôtre. Que ce ne soit pas des données que vous avez piquées dans tel ou tel bouquin, en plusieurs, en pensant qu'on ne le saura pas. Je pense que ces outils, à côté de l'amélioration qu'ils nous mettent au quotidien, viennent booster le contrôle et viennent nous pousser à faire encore plus attention parce que le flicage est encore beaucoup plus important. Donc, traque aux faussaires, donc attention, je l'étais, on peut faire des suggestions ou alors des modifications par l'intelligence artificielle. Et donc, je pense avant dernière plaque, toutes les étapes de la recherche, le suivi, planification des activités de la recherche, pour quelqu'un au sein de l'institution, l'élaboration des rankings internes devenait automatique, puisque tout le monde serait suivi par l'intelligence artificielle, et chaque mois ou chaque trimestre, chaque semestre, le rythme qu'on aura défini, il suffit d'appuyer le bouton, vous avez les classements automatiques des gens, et chacun aura ce qui lui revient, mais le classement interne ou externe n'est pas à percevoir comme un aspect négatif. Je ne comprends pas ce rationnel que nous commençons à avoir où ce qui est bon devient mauvais et l'inverse. Il semble que ça soit un peu plus classe de dire qu'on a passé les nuits en boîte de nuit plutôt qu'à dire qu'on a passé à réveillonner pour la prière dans une église. Voilà. On devient comme ça, inversé. Et un chercheur, lorsqu'on lui parle de la recherche, il devient bizarre. Mais un chercheur à qui on parle de publication, comment il peut faire des démarches pour qu'on ne prenne pas ça en compte? Comment est-ce qu'on peut lutter contre l'excellence? Il y a un problème. Donc, nos rationnels, déjà, devraient être, je ne vais pas dire nettoyés, mais il faut qu'on revoie les choses, qu'on puisse aller vers la qualité. Donc, élaboration des rankings, plateformes, et vous avez automatiquement, déjà actuellement, des plateformes intelligentes, qui sont des plateformes scientifiques ou des réseaux sociaux. Vous en avez plein, de ResearchGate, Academia, il n'y a pas d'accent, Google Scholar, Web of Science, il y en a plein actuellement. Si vous êtes un chercheur, vous êtes un scientifique, j'espère que vous êtes dans au moins 3 ou 4 de ces réseaux sociaux scientifiques. Si vous êtes dehors, c'est que c'est un problème. Allez-y. Parce que c'est comme ça que nous apprenons au quotidien, c'est comme ça que nous améliorons notre habit des chercheurs, c'est comme ça aussi que nous devenons tant soit peu utiles pour notre pays, pour notre planète. Vous savez que le secrétaire général de la recherche, ils ont développé l'OIPR, cet outil d'inventaire et de planification de la recherche, par la cellule d'appui à la recherche que nous utilisions. Cette OIPR nous permettra, je pense que vous l'aurez, en tout cas vous verrez, vous pouvez vous inscrire, vous aurez un code et après vous pouvez enrichir au quotidien en fait vos travaux scientifiques, vos publications. De façon que lorsqu'on demandera à fournir, vous l'avez fait en temps réel, et cet outil, nous sommes en train de le concevoir, c'est des travaux, quand j'ai demandé au professeur Malal de nous rejoindre, c'était en particulier aussi pour qu'on puisse donner son œil d'expert dans ces rayons-là, pour que l'université puisse faire des choses qui puissent être discutables, mais présentes, et que ça puisse être, voilà, qu'on puisse donner des résultats. C'est difficile d'être parfait, mais qui puisse être utilisable à travers le monde. Voilà. Un scientifique, c'est pas ce monsieur qui va voir le mécanicien parce qu'il n'aille pas, le mécanicien lui dit mais c'est des plaquettes de frein. Lui, il se met à engueuler le mécanicien. Vous voyez? Comment ça, c'est pas plaquettes de frein, tout ça? Il veut faire construire une maison, on l'appelle un architecte qui vient regarder sa maison, qui lui dit qu'il faut une barre de 15. Lui dit non, 15, comment ça? Vous me prenez pour un idiot? Je mettrai une barre de 12. Vous avez appelé un expert. Donc vous devez faire confiance à sa connaissance, son expertise. Si vous n'avez pas besoin de lui, ne le convoquez pas. Vous n'avez pas besoin de votre mécanicien, n'y allez pas. Nous avons maintenant ces rationnels négatifs qui fait que nous pensons que tous les mécaniciens sont mauvais. Donc on va du principe que quand il donne un diagnostic, il veut me bouffer de l'argent. Au lieu de penser quand même qu'il y a de mauvais mécaniciens. Mais la majorité ne sont pas mauvais. Il y a de mauvais professeurs d'université, mais la majorité ne sont pas mauvais. Il y a des experts dans tous les domaines. J'ai vraiment le sentiment, au moins pour les scientifiques, nous devons travailler ça pour que nous mettions un peu les choses dans l'ordre. Et en ça, les connexions neuronales, au niveau d'intelligence artificielle, on le peut. Ce matin, je suis arrivé de Gombe pour arriver ici. J'ai fait un choix de venir. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai pris un risque de me faire écraser
par une voiture. Et les risques sont calculés. Je vous disais tout à l'heure que j'ai fait une coloscopie avant de venir. Il y a un risque sur 8000 à compliquer, à percer le côlon et que la personne se retrouve au bloc opératoire, qu'on puisse être obligé d'ouvrir le ventre. Les risques est là. C'est tout le temps que nous faisons la balance bénéfice-risque. Même l'intelligence artificielle, dans ce domaine dont nous voyons les applications, de toute façon, nous ne pouvons pas donner le dos. Ça va nous dépasser. Il nous suit derrière. On est obligé de courir devant. Mais c'est à nous, l'éthique, c'est à l'homme, probablement d'établir les guidelines qui font que l'homme puisse contrôler cela. Mais si on me demande sur Viabos, est-ce que c'était à refaire? Évidemment que je l'aurais refait parce que les bénéfices que ça m'a procuré sont inestimables. Voilà, je pense qu'au total, l'intelligence artificielle est plus qu'une valeur ajoutée et fait partie du quotidien aujourd'hui, y compris et surtout pour les scientifiques. Et tout doit être fait pour l'intégrer sous différentes formes, différents axes. On doit faire la recherche sur l'intelligence artificielle dans différents domaines. Vous voyez qu'il y a plein de domaines qui ont été cités, mais également l'inverse. Être conscient de son apport dans toute politique nationale. C'est en ça que j'étais content que les conseillers soient là. Hein. Politique nationale, politique institutionnelle ou politique individuelle lorsqu'on pense qu'on veut faire la recherche. Merci beaucoup.